Bonjour à vous, c'est votre prof Khaled, le prof de physique-chimie. Bon, cette séance, je vais la conserver pour faire un résumé des leçons du deuxième semestre pour que vous puissiez préparer à l'examen régional. La première leçon est la leçon du mouvement et repos. Donc ici, vous allez trouver une question: quand est-ce qu'un corps est en mouvement et quand est-ce qu'il est au repos. Donc le corps, il est soit en mouvement et soit au repos. Qu'est-ce qui nous donne l'état de ce corps? C'est ce qu'on appelle le référentiel. Donc le référentiel, ou bien on l'appelle encore le corps de référence, c'est un corps choisi c'est un corps qui est solide, indéformable, choisi pour étudier le mouvement d'un corps, ou bien son repos. Donc ce corps-là, il est en mouvement lorsque sa position change par rapport à ce référentiel au cours du temps. Et le corps sera au repos si sa position ne change pas par rapport à ce référentiel. Le corps, lorsqu'il est en mouvement, il laisse des positions. Par exemple, ici j'ai pris A0, A1, A2, A3, etc. Bon, la ligne qui joint ces positions, c'est une ligne qui continue, s'appelle la trajectoire. Donc c'est quoi la trajectoire? La trajectoire, c'est la ligne continue qui joint les positions d'un corps en mouvement. C'est clair? Cette trajectoire peut être soit rectiligne, comme le cas ici, lorsque la ligne est une droite, donc la trajectoire elle est rectiligne. Lorsque la ligne est un arc de cercle ou bien un cercle, la trajectoire elle est circulaire. Et lorsque la ligne a cette forme-là, c'est-à-dire ni une droite, ni un arc de cercle, ou bien ni un cercle, c'est curviligne. Donc les types de trajectoires sont trois: trajectoire rectiligne, trajectoire circulaire et trajectoire curviligne. Maintenant on passe au type de mouvement. Donc les types de mouvement, on a deux types, soit une translation ou bien une rotation. Quand est-ce qu'un corps est en translation? Le corps est en translation lorsque chaque segment de ce corps entre deux points ne change pas de direction, ne change pas de sens, ni de distance. Le corps est en translation. Voilà un exemple. Entre ces deux positions T0 et T1, on a ce corps-là, le corps par exemple S. Donc ce corps-là, on a pris deux points. Regardez, lorsque la position change, ici c'était 1, toujours on a ces deux segments qui est toujours le même segment AB, ne change pas de direction. Voilà la direction. Si par exemple je prends ces deux droites qui sont parallèles, le sens de A vers B toujours, ça n'a pas changé de sens, et la même distance. Dans ce cas-là, c'est le corps S, il est en translation. De même, la translation peut être soit rectiligne, si la trajectoire elle est rectiligne. C'est-à-dire, c'est comme ce cas-là. Si la trajectoire elle est rectiligne, donc la translation elle est rectiligne. Si la trajectoire est circulaire, par exemple, la voiture roule, donc lorsque il tourne un virage, donc c'est une translation circulaire. Et sera une translation curviligne, c'est la trajectoire elle est curviligne, c'est-à-dire ni rectiligne ni circulaire. Ça c'est pour la translation. Quand est-ce que le corps est en rotation? Le corps est en rotation lorsque d'abord chaque point de ce corps, ici j'ai pris le point M, lorsque le corps est en mouvement,
ce point-là va effectuer un arc de cercle, bien un cercle, par rapport à cet axe-là. C'est un axe delta fixe. Et tous les points de ce corps-là, bon, il effectue un arc de cercle. Lorsque le corps est en mouvement, on dit qu'il est en rotation. D'accord? C'est comme le cas de la roue, par exemple. La roue est en rotation. Donc, qu'est-ce que vous... Donc, la deuxième leçon, c'est la vitesse. Donc, ce que vous devez savoir, c'est la définition et la relation. Pour la définition, la vitesse, c'est le rapport de la distance d effectuée par un corps en mouvement pendant une durée t. Donc la relation sera v est égal à la distance sur le temps. La distance c'est en mètres, le temps c'est en secondes, donc la vitesse automatiquement c'est en mètres par seconde. Mètre point seconde moins 1. On peut encore utiliser cette relation qui est la vitesse est égale à d sur delta t. Delta t c'est tout simplement la différence entre deux instants, initial et final, c'est-à-dire delta t c'est t final, t2 par exemple, moins t initial c'est t1. Bon, on a parfois besoin d'utiliser ce triangle qui contient d, v et t, c'est-à-dire la distance, la vitesse et le temps. Si on a la multiplication, ici on a la division. Donc si on veut par exemple la distance, c'est quoi? C'est la vitesse multipliée par le temps. On élimine ici d, il nous reste v multiplié par t. Si on veut le temps, t c'est quoi? C'est la distance sur la vitesse. Donc ce sont des trois relations obligatoires de les utiliser dans l'exercice. Il faut les apprendre, les trois, pour bien faire les exercices en vitesse. Maintenant, pour les unités, on a le mètre par seconde et le kilomètre par heure. Donc c'est l'unité internationale, c'est l'unité usuelle, utilisable dans la vie quotidienne. On peut mettre mètre par seconde, comme ça, mètre point seconde moins 1, kilomètre point heure moins 1. Pour passer de l'unité internationale vers l'unité usuelle, on doit multiplier par 3,6. Si on veut passer du kilomètre par heure vers le mètre par seconde, il faut diviser par 3,6. C'est-à-dire, c'est clair, d'une valeur plus grande vers la valeur vers une valeur petite, on divise. Pour passer d'une valeur petite vers une valeur grande, il faut multiplier. Ici, j'ai un exemple, deux exemples plutôt. La vitesse est 72 km par heure. Pour la convertir en mètres par seconde, je vais prendre 72 et la diviser par 3,6 pour avoir le mètre par seconde. Avec la calculatrice, vous allez trouver que c'est 20 mètres par seconde. Maintenant, si j'ai V est égal à 25 mètres par seconde et je veux la convertir en kilomètres par heure, je vais prendre cette valeur-là, je vais l'appliquer, je vais multiplier par 3,6 pour avoir le kilomètre par heure. C'est égal, avec la calculatrice, 90 km par heure. Je pense que c'est clair. Maintenant, pour la nature du mouvement. La nature du mouvement, j'ai trois natures. Soit le mouvement, il est uniforme. Quand est-ce que le mouvement est uniforme? Lorsque la vitesse est constante. Dans ce cas-là, on a encore la vitesse qui peut varier. Donc, on a le mouvement, ça va varier. Soit il est accéléré, soit il est retardé. On peut dire encore décéléré. Lorsque la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Lorsque la vitesse diminue, le mouvement est retardé. Donc, c'est une méthode pour savoir la nature du mouvement. Dans certains exercices, vous allez donner comme réponse le mouvement et les rectilignes est uniforme. Pourquoi? On va vous demander de justifier car la trajectoire est une droite et les rectilignes. Et la vitesse est une constante. Voilà la justification si vous avez cette question-là. C'est clair? Bon, on a une autre méthode pour savoir est-ce que le mouvement est rectiligne ou non. Si on vous donne ce schéma-là,
avec des positions A0 par exemple, A1, A2, A3, A4, ou bien M0, M1, M2, M3. Ces distances sont égales. Ici, j'ai pris comme exemple 1 cm. Le mouvement sera rectiligne et uniforme. Pourquoi d'abord rectiligne? Parce que la ligne joignant ces positions est une droite. Et pourquoi elle est uniforme? Parce que la distance entre deux points successifs est égale, sont égales au cours du temps. On va vous donner le temps, hein, même temps ici, entre ces deux positions. Donc, comme réponse, on va dire que le mouvement est rectiligne uniforme, car la trajectoire est une droite, et les distances entre deux points successifs au cours de la même durée de temps sont égales. On peut avoir encore deuxième schéma. Regardez ici, la distance augmente. Ici, 1 cm, 2 par exemple, 3 cm. C'est un exemple tout simplement. Pendant la même durée de temps, on a les distances qui augmentent. Dans ce cas-là, le mouvement il est rectiligne et accéléré. Le mouvement il est rectiligne et pourquoi rectiligne? Parce que la trajectoire est une droite, hein, la ligne est une droite, et elle est accélérée parce que les distances augmentent entre deux points successifs pendant la même durée de temps. On peut avoir encore ce schéma-là, troisième schéma. Regardez ici, les distances diminuent. Par exemple, on a ici 3 cm, 2 cm, 1 cm. Donc, le mouvement sera rectiligne et retardé. Rectiligne parce que la trajectoire est une ligne droite et retardé parce que les distances entre deux positions successives diminuent pendant la même durée de temps. Hein. Maintenant, je vous donne comment répondre. On peut avoir encore des courbes. Cette courbe-là, la vitesse, par exemple ici en km par heure, on peut la trouver en mètres par seconde. Ici, par rapport au temps, en minutes, en secondes, ça dépend de ce que vous aurez. Mais l'essentiel que vous aurez, la courbe est une droite. Dans ce cas-là, cette courbe-là nous donne le droit de dire que le mouvement est uniforme. Et la vitesse est égale à 90 km par heure, parce que ici c'est 30, 60, 80, 10 km par heure. Le mouvement peut être accéléré si on a la courbe suivante. Ici toujours la vitesse, ici le temps. La vitesse peut être en km par heure ou bien en mètres par seconde. Le temps en secondes, en minutes, en heures, ça dépend de ce que vous avez. Mais la courbe, regardez, c'est une fonction affine. Donc, mais la vitesse augmente avec le temps. Parce que le temps, regardez ici, cette distance, ici par exemple, regardez ici la vitesse, ici T1, ici T2, donc ici V1 et ici V2. Donc, T1 on a V1 et T2 on a V2. Donc, au cours du temps, la vitesse augmente. V2 est plus grande que V1, donc c'est pourquoi on a ici le mouvement est accéléré. On peut avoir l'inverse. Le mouvement, il est retardé lorsque la vitesse diminue au cours du temps. La vitesse par rapport au temps. Ici en km par heure, ou bien mètres par seconde. Ici en seconde ou bien en minutes. Ça dépend de ce que vous avez. Donc, pourquoi la vitesse diminue? Parce que ici, si on a ici T1, ici T2, hein, c'est V1. Regardez ici T2. Donc, la vitesse V2, ici V2, elle est inférieure à V1. C'est pourquoi le mouvement, il est retardé. Mais ici, on a V2 est plus grande que V1. C'est pourquoi là, le mouvement, il est accéléré. Dernière partie ici que je vais vous montrer, c'est cette partie-là. Ici, j'ai la véhicule. Bon, le conducteur, à cet instant-là, il voit un obstacle. Regardez ici l'obstacle. J'ai pris comme exemple la distance entre le moment où il a vu l'obstacle et l'obstacle D est égal à 100 mètres. Donc, automatiquement, puisqu'il a vu l'obstacle, c'est un danger pour lui, il va essayer de freiner. Mais il parcourt avant avec une vitesse, ou bien il roule avant avec une vitesse, c'est égal à, par exemple, c'est un exemple tout simplement, 112 km par heure. Donc, il va essayer de freiner. Mais on a une distance qu'on appelle la distance de réaction. Ça, c'est une distance de réaction. Distance de réaction, c'est une distance de réaction.
Cette distance de réaction est spontanée, elle est calculée par la relation suivante. dr est égal à la vitesse v multiplié par tr. Donc la distance dr, c'est une distance de réaction qui est égale à v fois multiplié par tr. Tr, c'est le temps de réaction lorsque le conducteur dans l'état normal, donc c'est-à-dire n'est pas ivre, n'a pas pris des médicaments, donc cette durée-là est égale à 1 seconde. Dans le cas contraire, il peut être soit 2 secondes ou plus parfois. Donc comment calculer cette distance? On prend la vitesse mais en mètres par seconde. Donc il faut la diviser par 3,6. 72 qu'on a déjà dans l'exercice ici, comme l'exemple. On va la diviser par 3,6 et on va multiplier par 1 seconde. Donc on va simplifier ici par seconde et on aura 20 mètres avec la calculatrice. Bon, elle arrive à ce point-là, bon, il freine. Donc c'est l'instant où on appuie sur les freins. Donc la voiture va, la vitesse va diminuer. Donc avant, ici c'est un mouvement, ici on a le mouvement, il est uniforme. C'est un mouvement qui est rectiligne et uniforme. Ça c'est les abréviations. C'est un mouvement rectiligne uniforme parce que ici la vitesse est constante. Mais ici la vitesse diminue, donc le mouvement ici, le mouvement, il est rectiligne mais il est retardé. Parce qu'il va essayer de freiner. Regardez. Il faut déterminer df. C'est la distance qu'on appelle la distance de freinage. Ça, c'est une distance qu'on appelle la distance de freinage. Elle est déterminée soit dans l'énoncé. On va vous donner, par exemple, c'est un exemple, simplement. df est égal à 56 mètres. On peut avoir 60, ça dépend de l'exercice. Première méthode. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode. On peut vous donner un tableau. Et ce tableau contient la vitesse en kilomètres par heure et la distance de freinage en mètres. On vous donne 60, 72, 80, 10, ici 30 mètres, 56 mètres et 80. Donc ici, vous allez essayer de voir la vitesse que vous avez. Ici, on a 72. Donc dans le tableau, on a 72 correspond à 56 mètres. Donc df est égal à 56 mètres. Si la vitesse était 60 km par heure, la distance de freinage c'est 30. Si la vitesse est 90, la distance de freinage est 80. Donc ce tableau va vous aider. On peut vous donner, troisième méthode, la courbe suivante. On a df en fonction de la vitesse en km par heure. Et vous aurez ces valeurs-là. Donc, vous allez toujours chercher la vitesse que vous avez en kilomètres par heure. Ici, c'est 72. Et on a, dans la courbe, c'est 56 mètres. Parce que la distance de freinage en mètres ici. Donc, on a ces trois méthodes. Données par l'énoncé, ou bien par un tableau, ou bien par une courbe. Et donc, après, il faut calculer la distance qu'on appelle la distance d'arrêt. C'est cette distance-là. Ça, c'est une distance d'arrêt. Comment la calculer? Avec la relation dA est égal à dr plus df. Donc ici, dans cet exemple-là, on a dr est 20, déjà calculé, mètres. df, c'est 56, déjà. Hein, c'est 56. Et on nous fait la somme, c'est 76 mètres. C'est la distance d'arrêt. Donc cette distance va nous donner l'indication, est-ce que le chauffeur évite l'obstacle ou non. On revient à la distance qu'on a, l'exemple qu'on a pris, c'est que la distance est égale à 100 mètres entre l'instant où le chauffeur a vu l'obstacle et l'obstacle. Donc, la distance d'arrêt est inférieure à la distance D. Ici, c'est 76 mètres, ici, c'est 100 mètres, donc il est inférieur. La véhicule va éviter l'obstacle. D'accord? Ici, ça c'est une remarque. Si dans le cas où DA est plus grande que la distance D, donc on a l'accident, donc le chauffeur ne va pas éviter l'obstacle. Parfois, on va vous demander de donner les facteurs pour la distance de réaction. Ici, on a deux facteurs. Le premier facteur, c'est la vitesse. La vitesse avec laquelle roule la véhicule avant de voir l'obstacle. Deuxième, c'est TR. C'est TR, c'est-à-dire l'état du
conducteur, est-ce qu'il est en état normal ou non? Donc, ce sont les deux facteurs. Pour DF, pour la distance de freinage, DF, ici, je vais le mettre ici, DF, on peut avoir encore des facteurs. On peut prendre comme facteur d'abord l'état de la véhicule. Certainement, les freins, état de frein. Les freins. Ou bien, on peut prendre encore comme facteur, on peut prendre l'état de la route. Est-ce que la route est mouillée ou sèche? On peut prendre même les roues, l'état des roues, hein, l'état des roues encore. Donc, ce sont des facteurs pour la distance de freinage. Si on vous demande les facteurs de la distance de freinage, vous pouvez citer ces facteurs-là. Donc, c'est terminé pour la mécanique. Je pense que c'est clair, ça va vous aider pour préparer l'examen régional.